lorsque vous avez l'équivalent de ce qui est sur votre voiture, un cruise control. Donc j'ai dit à l'avion, tu maintiens telle vitesse via ce qu'on appelle l'automanette. L'automanette, elle a besoin de l'information vitesse. À partir du moment où elle n'a plus cette information de vitesse, l'automanette va se déclencher. Et les moteurs vont rester à la poussée à laquelle ils étaient juste avant le déclenchement de l'automanette. Donc les moteurs n'ont rien à voir là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avec les moteurs? Essayer de... S'ils ont une alarme décrochage, ils peuvent avoir pensé qu'ils étaient à une vitesse trop faible. Donc manuellement, ils ont peut-être redemandé de la pousser au moteur. Mais le moteur, une fois de plus, n'a rien à voir dans cet accident. C'est vraiment toute la chaîne de pilotage qui est en cause parce qu'on a perdu un élément essentiel, l'indication de vitesse. Sans indication de vitesse, vous ne pouvez plus gérer cet avion et vous avez une série d'alarmes qui arrivent dans les 20-30 secondes. C'est vraiment une situation absolument catastrophique et je comprends tout à fait a posteriori que les pilotes se disent mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois prendre en premier? Franchement, je ne vois pas un pilote qui aurait pu sortir indemne d'une telle situation. Alors justement, on en vient à l'équipage. Il y a eu beaucoup de fuites dans la presse, dans les médias. On a très vite parlé d'une erreur humaine. Là, les indications qui sont données, c'est certes, le pilote n'était pas là, mais il revient très vite, 1 minute 30 après le début de l'incident, et il donne l'ordre de cabrer l'appareil. Oui, probablement que l'avion est en piqué à ce moment-là, et que lui, visuellement, de là où il est, en entrant dans le poste, il dit aux équipes, à la personne qui est en charge du pilotage, tire sur le manche, redresse le nez. Mais même s'il fait l'action de tirer sur le manche, si l'avion est en décrochage, il ne répondra pas à cette sollicitation. Donc c'est on peut dire que c'est pratiquement un cri désespéré de la part d'un membre d'équipage dans la situation dans laquelle il se trouve. Alors expliquez-nous, on a envie un petit peu d'imaginer la scène, hélas, à l'intérieur de l'avion, les 228 personnes, passagers et pilotes et copilotes. Une chute de 3 minutes 30 en partant de l'altitude de croisière, ça représente quoi? Si on n'a pas sa ceinture de sécurité, par exemple, sa ceinture d'avion, est-ce qu'on est éjecté dans l'appareil? Déjà, ceux qui ne sont pas attachés, de toute évidence, ils ont dû partir d'une cloison à l'autre dans tous les sens. Ceux qui sont attachés, ils ont été tellement remué avec une telle violence, c'est vraiment... L'avion part dans tous les sens. Je me souviens déjà, rien que sur un vol normal où j'avais eu des turbulences qui étaient sévères, je n'arrive même plus à lire le panneau qui était devant moi. Donc imaginez qu'un avion qui part en vrille, qui part sur le dos, puis ensuite dans l'autre sens, les passagers sont ballottés dans tous les sens. Je ne sais même pas s'ils ont une notion de la verticalité, de l'équilibre. C'est vraiment le chaos absolu. C'est l'horreur pour ces gens-là. Alors l'équipage savait qu'il allait vers une zone de turbulence, il a essayé de l'éviter, c'est la procédure normale. Tout à fait. Dès le début, on a vu, parce que l'ACARS, qui est un petit boîtier dans l'avion qui transmet des données, entre autres les données de panne, mais qui transmet également toutes les 10 minutes la dernière position de l'avion. On sait que l'avant-dernière transmission, ils sont pile sur la route entre le point A et le point B, et que la dernière position envoyée par la CARS, ils sont environ 3 nautiques à gauche. 3 nautiques, ça fait 5 km à gauche de la route. Ce qui veut donc dire qu'ils étaient en phase manuelle, c'est-à-dire via le pilote automatique, ils étaient en phase d'évitement d'une cellule orageuse qu'ils ont probablement vue sur le radar.